Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire l'article du Monde diplomatique de septembre 2025, la rentrée sociale en ligne de mire, austérité, le festin des actionnaires, qui est très intéressant. Au cœur de l'été, le télescopage est passé presque inaperçu. Peut-être parce que le plan présenté le 15 juillet par le Premier ministre français pour rééquilibrer les comptes publics a capté toute l'attention. De fait, l'offensive budgétaire du gouvernement ne s'embarrasse même pas de feindre l'équité. Taxation des malades, rabotage des droits des chômeurs, gel des prestations sociales, désossage des services publics, suppression de 2 jours fériés, etc. Le coût du grand réarmement européen pèsera sur les plus fragiles. Car c'est de ces pelés, de ces galeux que vient tout le mal. Sur la chaîne d'extrême droite CNews, le député macroniste Mathieu Lefebvre tente le 4 août d'amadouer l'électorat du Rassemblement national en dénonçant, je cite, un système dans lequel on a des gens qui respirent, qui grugent, et d'autres qui travaillent 2 fois plus pour le financer. Alors, je fais une petite parenthèse à ce propos. Quand on voit dernièrement que Jordan Bardella a dit qu'il n'était pas trop pour la taxe Zuckman sur les ultra-riches parce qu'il ne voit pas trop à quoi ça pourrait... il faut se rendre compte à l'évidence, hein, même si je sais que beaucoup de gens du peuple et tout se tournent vers l'extrême droite, le RN, etc. Gardez en tête qu'ils vont aussi servir le grand capital et ils sont aussi les amis des ultra-riches. Ne vous dites pas qu'ils seront forcément de votre côté si jamais ils passent au pouvoir. Hein. Ça reste des gens de droite et ils ne sont pas forcément dans le social-social. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont peut-être d'autres qualités, mais pas celle-ci. Rentrer de l'hôpital en taxi quand on a encore la force de marcher? Un coup de poignard au pacte social, suggère-t-il. L'air pénétré, la veille, dans le Parisien, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, déplorait de son côté l'ampleur de cette gruge, 13 milliards d'euros, dont plus de la moitié, oublia-t-elle de préciser, commise par les employeurs, sous forme de travail dissimulé. Mais quelques semaines plus tôt, un tout autre son de cloche avait subrepticement retenti dans le débat public. Le 1er juillet, les sénateurs Olivier Rietmann et Fabien Gay remettaient à M. Gérard Larcher leur rapport sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises. Le type même de document qui, sitôt reçu, a dû brûler les doigts du président de la Chambre haute. Car le constat des parlementaires, l'un communiste, l'autre républicain, renvoie la fraude sociale, entre guillemets, qui obsède Mme Vautrin, à une espièglerie de Castor Junior. Chaque année, l'État Mama offre sans contrepartie, souvent ni contrôle, ni évaluation, plus de 200 milliards aux entreprises. Nul ne connaît le chiffre précis puisque le gouvernement ne juge pas utile de recenser les milliers de dispositifs empilés depuis des décennies. Par contre, je fais une petite parenthèse, les gens qui touchent la CAF, tout ça, etc. sont étroitement surveillés. Bah oui, les gens qui gagnent 500 € par mois, c'est vraiment ça qui met la France en faillite. Pas du tout ces aides aux entreprises sans contrepartie, les cadeaux faits aux ultra-riches, etc. Évidemment, je suis ironique. Je continue. Mais subventions, 48 milliards d'euros, allègement de cotisations, 75 milliards, et niche fiscale, 88 milliards, représenté au bas mot 211 milliards en 2023, selon l'évaluation à laquelle la commission sénatoriale a elle-même procédé. Ces prodigalités ont en principe vocation à maintenir l'emploi, accroître la compétitivité, développer des secteurs stratégiques. En pratique, outre leur attribution désinvolte que déplorent les parlementaires enquêteurs, leur effet oscille entre le nul et le faible. Après les avoir passés au crible en 2022, le Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques, CLERC, confirmait qu'en matière d'aide publique au secteur privé, le proverbial chimpanzé aux yeux bandés ne performerait pas moins qu'un ministre hollandiste ou macronien. Les incitations fiscales à baisser le coût du travail, entre guillemets, ne dissuadent pas les employeurs d'automatiser plutôt que d'embaucher. Les exonérations de cotisations, concentrées sur les bas revenus, dégradent le niveau de qualification au sein des entreprises exportatrices et favorisent leurs rivales étrangères. Quant au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, un cadeau de 100 milliards d'euros cumulés offert à partir de 2013 par M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre socialiste, il a prouvé que les branches peu exposées à la concurrence internationale, comme la grande distribution, préfèrent augmenter leurs marges qu'embaucher ou baisser leurs prix.
Le groupe Auchan a annoncé mardi 5 novembre 2024 son intention de se séparer de 2384 de ses 54 000 salariés employés en France. Constatent d'ailleurs les sénateurs, après que, je cite, le groupe a bénéficié entre 2013 et 2023 de 636 millions d'euros d'aide fiscale et de 1,3 milliard d'euros d'allègement de cotisations sociales. Petite parenthèse, un vrai scandale de continuer aussi pour certains groupes de continuer à verser des dividendes aux actionnaires, de recevoir de l'argent de l'État et de virer des milliers de personnes, de licencier des milliers de personnes en France. Il n'y a aucune contrepartie, en plus ils ne respectent même pas le pacte social. Un vrai scandale, je trouve. Je continue. Les assistés d'en haut. Malgré leur incapacité à préserver l'emploi ou la balance extérieure, ces aides forment désormais le premier poste de dépense de l'État. On est même plus élevé que la dette. Les 211 milliards d'euros annuels représentent davantage que les dépenses combinées de l'enseignement, de la défense et du service de la dette. Une partie significative de ce financement public se retrouve non pas dans les courbes décroissantes du chômage, mais dans celles pointées vers le ciel des fortunes privées. De 2013 à 2019, Carrefour a réalisé 3,6 milliards d'euros de bénéfices. Bon, ça c'est pas grave, gagner de l'argent c'est pas grave, mais on a reversé 2,8 milliards à ses actionnaires. Voilà, pour moi, petite parenthèse, dans la situation où on est en France aujourd'hui, l'État devrait, enfin je suis naïf bien sûr, le versement de dividendes devrait être suspendu, gelé, de la même manière que vos retraites sont gelées sur l'indexation, etc., etc. L'effort il doit venir de tout le monde, mais ça ne vient pas du privé puisque c'est privé. Hein. C'est ça notre ennemi, c'est l'actionnariat et le versement de dividendes. Pour moi, on pourrait totalement, sans devenir communiste pour autant, on devrait supprimer l'actionnariat. C'est ça qui met tout en l'air, dans des pays comme les nôtres. Ça détricote absolument tout indirectement. Je continue. Lors de la même période, le groupe a profité de 2,3 milliards d'euros d'exonération au titre du CICE. Donc en gros, le montant, grosso modo, qu'ils ont versé à leurs actionnaires, c'est grâce au cadeau d'exonération au titre du CICE que fournit l'État. Donc c'est-à-dire que sans ça, ils ne pourraient plus rien verser aux actionnaires. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est nous qui payons. Et on ne devrait rien avoir à dire, bien sûr. Et en plus, on se fait regarder de haut par tous ces gens qui font partie du MEDEF, qui donnent des leçons à tout le monde et qui disent qu'il va falloir plus d'austérité, que les gens doivent se serrer la ceinture et tout. Ouais, mais pas eux, en fait. C'est ça le problème. Ça va péter de toute façon, ça c'est clair. Je continue. ArcelorMittal, lui, a versé en moyenne 200 millions d'euros de dividendes chaque année depuis 10 ans au niveau mondial, alors qu'il a bénéficié en 2023 en France de 298 millions d'euros d'aide, avant d'annoncer des suppressions d'emplois, bien sûr, en 2025, relève le rapport Gay-Ehrlichman. Dans la torpeur estivale, deux acteurs ont compris que l'arbre de la fraude sociale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils agitent cet épouvantail en disant « Ah, c'est les gens de la cave de Pôle emploi, les ennemis et tout », c'est eux qui coûtent de l'argent à la France, mais surtout pas leurs conneries à eux. Donc cet arbre qui cache la forêt de la fraude sociale ne cacherait pas longtemps la forêt des aides publiques aux dividendes. D'abord, le Premier ministre lui-même. Dans son allocation du 15 juillet, M. François Bayrou a suggéré que l'État puisse octroyer, je cite, « moins de subventions contre plus de liberté ». Souvent promise par des gouvernements à la recherche d'un chausse-pied pour l'austérité, la réduction des aides n'a jamais quitté le continent englouti des velléités politiques. De l'autre côté de l'échiquier social, les syndicats ont eux aussi saisi le caractère explosif de la rapine d'État en faveur des propriétaires. Publié le 9 août, un communiqué commun des principales centrales contre le projet de budget 2026 met en balance, dès le premier paragraphe, les 211 milliards offerts au patronat et les sacrifices exigés des salariés. L'argument pèse, et pèserait davantage encore si on prolongeait un peu le raisonnement. Car le financement public des bénéfices privés n'est pas une anomalie à corriger, ni un dérapage à rectifier. C'est la condition de survie de l'économie de marché. Les puissances publiques du monde dit libre ont toujours aidé les entreprises à réaliser du profit, en leur passant commande sous forme de subventions directes, bien sûr, mais aussi en fournissant aux apporteurs de capitaux un cadre juridique stable
des infrastructures permanentes, une énergie bon marché, une main-d'œuvre qualifiée et en Europe plus ou moins privilégiée des aléas de la vie. Le secteur privé contribue par l'impôt à cette édification qu'il s'avère historiquement incapable d'accomplir lui-même. Enfin, l'État neutralise ou canalise les mouvements sociaux susceptibles d'attenter aux intérêts des propriétaires, fût-ce parfois en nationalisant les branches industrielles pour socialiser le coût des licenciements, comme le firent les premiers gouvernements de François Mitterrand. Même lorsque son intervention impliqua la nationalisation de l'énergie, des transports, du crédit, entre 1944 et 1946, l'essentiel de la production restait aux mains du privé. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Soit je comprends mal ce paragraphe, et ils font référence aux nationalisations d'après-guerre, je ne savais pas qu'il y en avait eu, mais comme il parle de Mitterrand juste avant, pour moi ce serait plutôt impliqué à la nationalisation entre 1984 et 86, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'il parle de Mitterrand, et l'essentiel de la production restait aux mains du privé. Et déjà, les écoles de pouvoir formaient une classe dirigeante qui s'accorderait sur le là du progrès technique, des intérêts communs des élites publiques et privées, au point que leur slogan modernisation deviendrait bientôt synonyme de destruction sociale. Cette permanence masque néanmoins une inflexion profonde. À la planification indicative qui avait remis l'économie du marché sur les rails, se substitue dans les années 80 ce que les hauts fonctionnaires Gilles Carthez et Jean-Jacques Chaban-Delmas appellent l'intervention publique libérale. Dans sa préface à leur ouvrage, l'ancien Premier ministre Raymond Barre, pionnier français du néolibéralisme, énumère les tâches dévolues à la puissance publique. La première d'entre elles, l'État doit créer les conditions favorables à la formation de surplus économique avant de le distribuer ou de le redistribuer. À ce titre, il doit encourager l'innovation, la capacité d'adaptation des hommes, la flexibilité des structures économiques. Il doit limiter la dimension du secteur public de production, faire face au lieu de faire, recourir à des incitations plus qu'à des actions directes ou à des réglementations. 4 décennies plus tard, le programme arrive à son terme et les incitations entre guillemets ont explosé à mesure que le secteur public implosait. Qu'on en juge, le soutien de l'État à l'économie marchande équivalait à 2 points de produit intérieur brut, PIB, à la fin des années 70, 3 points en 2000, plus de 6 aujourd'hui, sensiblement au-dessus de la moyenne européenne, avec une croissance 3 à 4 fois plus rapide que celle des aides sociales. À l'issue de ce long après-guerre, il devient embarrassant de prétendre que les dividendes rémunèrent le risque pris par la personne physico-morale qui investit au capital d'une société. Les investisseurs ne financent plus l'économie, ils la pillent, ils la rançonnent. Frédéric Lordon, donc petite parenthèse que j'aime bien dans ses articles du Monde diplomatique, c'est juste que je reproche d'avoir parlé il y a quelques années de communisme désirable face à la menace qui vient. Non, pour moi c'est pas la solution non plus. Bon. Donc Frédéric Lordon notait dans ses colonnes il y a 15 ans que, je cite, les capitaux levés par les entreprises sont devenus inférieurs au volume de cash pompé par les actionnaires. La contribution nette des marchés d'actions au financement de l'économie est devenue négative, quasi nulle en France. En 2017, des économistes de l'Université de Lille calculaient le coût du capital. Je cite, « Pour tout euro de financement par action reçue, les sociétés non financières ont dû verser 12,62 € en dividendes nets entre 1996 et 2014. » Et la tendance s'accentue. L'année dernière, tandis que l'ensemble des sociétés cotées sur le marché parisien y levaient 11 milliards d'euros, celle du seul CAC 40 versait 98 milliards aux porteurs de titres. Les 3 quarts en dividendes, le reste en rachat d'actions. Donc, petite parenthèse, c'est comme ça qu'on en arrive progressivement à une société qui encourage des rentiers ou des gens en fait qui font de l'argent sur les intérêts plutôt que sur l'investissement, la prise de risque et le fait de construire quelque chose dans la société. Ils ont levé 11 milliards d'euros, mais ils en redistribuent 98 milliards, 9 fois plus aux porteurs de titres. C'est ça les rançonneurs, c'est eux les profiteurs. C'est pas les gens qui touchent le RSA ou je sais pas quoi. Non. Les profits ainsi détournés de l'investissement productif s'évaporent pour partie dans les paradis fiscaux ou ceux tout aussi artificiels de la consommation ostentatoire. Tous les choix politiques penchent pourtant en leur faveur. Après le CICE sous M. François Hollande, la flat tax sur les revenus financiers de M. Emmanuel Macron maximise les gains.
Les sommes redistribuées aux actionnaires avaient déjà connu une baisse annuelle moyenne de 8% entre 2003 et 2017. Elle atteint à présent 14%. C'est dans ce cadre que s'apprécient ces fameux 211 milliards annuels d'aide au profit. Ils signent le fonctionnement ordinaire d'un système enfin délivré de ses entraves. Le prestige de l'URSS après sa victoire sur les nazis et le rayonnement international du communisme avait contraint l'Europe de la libre entreprise à concéder la protection sociale. À la Libération, un puissant mouvement syndical avait imposé à l'État une institution originale gérée par les salariés eux-mêmes, la sécurité sociale, afin de, je cite, débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain. L'appareil de production reconstruit et l'hypothèque communiste levée au tournant des années 90, l'État se redéploie pour débarrasser les capitalistes de l'incertitude du lendemain. De la banque publique d'investissement qui pallie la frilosité des investisseurs dans les secteurs de pointe à l'inspection des finances dont les membres ont depuis longtemps effacé la zone grise entre public et privé, toute une machinerie administrative se mobilise au profit du secteur marchand et de ses dirigeants. Crise financière, l'État renfloue les banques sans nationaliser. Crise sanitaire, l'État paie quoi qu'il en coûte. Mais l'État, c'est nous, sans relocaliser. Crise d'urticaire d'un milliardaire face à sa feuille d'impôt. L'État concède près de 2 milliards d'euros d'arrangements fiscaux en 2024. Est-ce que vous, petite parenthèse, vous pouvez négocier vos impôts? Non. Mais les très riches, oui. Voilà. Donc 2 milliards d'euros d'arrangements fiscaux, un montant proche de celui que Madame Vautrin souhaite arracher aux allocataires suspectés de fraude sociale, entre guillemets, et bientôt placés sur surveillance étroite. Eh oui, c'est-à-dire non seulement les gens qui sont au RSA, ils touchent ça parce qu'ils sont précaires, mais en plus, apparemment, maintenant, on leur casse les couilles pour tous les X mois devoir justifier de leur recherche d'emploi, est-ce qu'ils ont des projets de création d'entreprise, tout ça. C'est-à-dire que c'est même plus seulement une allocation juste sur les conditions de revenus, c'est-à-dire juste pour pallier à la pauvreté. Non, maintenant, on vous demande d'être dynamique. Alors que la plupart des annonces sur le marché de l'emploi sont fictives. Moi, je pense. Il y a plein d'entreprises qui font genre, ils recherchent du personnel pour montrer à leurs concurrents que leur entreprise est dynamique, et en fait, ça débouche jamais sur rien. Mais ça, l'État et tout, ils font semblant de... Il y a plein de travail, il faut traverser la rue, les enfants. Ben oui, c'est bien connu. Je continue. Analysant cette transformation du capitalisme français, les chercheurs Benjamin Burbaumer et Nicolas Pinsard notent que depuis le début des années 2010, le soutien public à l'économie marchande représente plus de 20% du total de l'investissement privé, 33% en 2020, contre 5% dans les années 70. Parallèlement au développement de cet assistanat, entre guillemets, le taux de l'impôt sur le bénéfice a été divisé par 2 depuis 1985. Et la part des employeurs dans le financement de la sécurité sociale s'effondre. De 45% dans les années 70, elle passe à 30% en 2019. Mais bon, les patrons se plaignent encore. Ouh là là, oui, c'est difficile. Non, mais pas autant que pour nous. Les cotisations patronales étant progressivement et en partie seulement remplacées par des ressources fiscales, en particulier la cotisation sociale généralisée, acquittée par tous les contribuables. Cette étatisation progressive de la Sécu place la protection sociale, naguère gérée par les salariés eux-mêmes en fonction des besoins, à la merci des contraintes budgétaires. Le trou de la Sécu, entre guillemets, en même temps, j'ai toujours dit ce terme de trou de la Sécu, c'est d'une mauvaise foi, ça ne veut rien dire forcément que c'est un trou, c'est un déficit. Ça ne devrait même pas être considéré comme un déficit, puisque la Sécu rembourse tout ce qu'on sait en termes de médicaments, d'interventions, etc. Forcément que ces cotisations ne couvrent pas la totalité c'est un effort que doit faire l'État pour prendre soin de ses citoyens. La Sécu, c'est pas quelque chose qui est censé rapporter de l'argent ou quoi que ce soit. Je veux dire, donc le trou de la Sécu correspond à la part de ses besoins que Bercy refuse de financer. Avant même que le Premier ministre ne décide de solliciter un vote de confiance à l'Assemblée, les contestataires de son budget ne faisaient pas seulement face à un projet de loi et même à un gouvernement, ils affrontaient un régime économique. Mais un régime en contradiction de plus en plus radicale avec ses propres principes. Longtemps tu comme la maladie honteuse du libéralisme, les aides publiques au privé se portent à présent en sautoir comme autant de médailles obtenues dans la guerre commerciale.
Bruxelles fait couler les rivières d'argent sur les industries de l'énergie, de la défense, des semi-conducteurs, les plans Repower EU, Rearm Europe, European Ships Act, avec tous ces termes anglo-saxons ridicules. Ils essaient trop d'imiter les Américains, je veux dire. En plus, en Europe, on ne pourrait pas choisir une autre langue commune, administrativement, que l'anglais, sérieusement. C'est ridicule. En Europe, il y a plus de gens qui parlent allemand ou français que l'anglais. Enfin bon, c'est pas grave. Washington subventionne ses propres champions depuis 2022 avec la loi de réduction de l'inflation, plusieurs centaines de milliards de dollars de subventions aux entreprises, et la loi sur les puces électroniques, 39 milliards de dollars offerts à Intel, Samsung, etc. Au point que le Wall Street Journal, du 11 août 2025, s'inquiète d'un capitalisme d'État avec des caractéristiques américaines. Donc c'est un interventionnisme, finalement. Les rivalités commerciales internationales, hier surtout avivées par la concurrence des bas salaires du Sud, s'aiguisent désormais aussi entre États du Nord, chacun couvrant d'or ses industries privées. Mais le problème, c'est que à qui ça coûte tout ça? Aux contribuables, qui sont toujours de plus en plus précaires en plus. Ce basculement ouvre une brèche et laisse paraître des batailles à venir. Fin 2001, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce devait achever la dépolitisation de l'économie. Sous aucune latitude ne subsisterait d'alternative au libre-échange, partout l'État obéirait au marché. Au tournant du millénaire, les mouvements intermondialistes avaient échoué à enrayer cette mécanique. Impersonnel, immatériel, insaisissable, les marchés n'offraient guère de prise aux protestataires. Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas à qui nous en prendre. Il y a quelques années, lors des Gilets jaunes, les gens ont quand même deviné, grâce à certains investigateurs, que BlackRock était derrière beaucoup de choses. Mais qui ça derrière BlackRock? On n'a pas de nom, à part PDG, tout ça, mais on ne sait pas à qui s'en prendre en fait. Et ça, ils le savent très bien. Un quart de siècle plus tard, le renouveau de l'interventionnisme libéral, du protectionnisme d'extorsion et c'est un peu du racket, c'est un peu comme quand la mafia prend son loyer chez les commerçants sous prétexte de les protéger. Donc, du protectionnisme d'extorsion et la mobilisation générale de l'État au service des entreprises privées marque la fin d'un cycle et ouvre des possibles. Car satisfaire les actionnaires requiert désormais l'usage d'un outil explosif, le pouvoir politique qui à nouveau domine l'économie. Incarné, territorialisé, saisissable, cet instrument est un enjeu de lutte. Celui-là même que les néolibéraux rêvaient de cadenasser. Pierre Wimbert et Grigory Rzepski. C'est totalement vrai, ça, c'est ce que je me dis également depuis quelques années. Vous vous souvenez quand les capitalistes, il y a quelques années, disaient sans cesse, et qui voulaient l'entendre, que l'État était trop présent dans la régulation, etc., qu'il fallait déréguler, qu'il fallait laisser faire les marchés, tout ça. Et maintenant, bizarrement, que les affaires vont moins bien au niveau mondial, puisqu'il y a une contraction du commerce mondial, puisqu'il y a une contraction de l'économie, les gens ont moins d'argent à dépenser, etc. Bizarrement, maintenant, ces mêmes opportunistes, là, ces pseudo-capitalistes, ils veulent plus d'interventionnisme de l'État, mais qui aille dans leur sens. Bizarrement, maintenant, l'État, c'est-à-dire nous qui payons, malgré nous, les notes salées qu'ils nous présentent quand ça va mal, bizarrement, l'État n'est plus autant un ennemi. Par contre, ils osent toujours, que ce soit le président du MEDEF actuel, là, ou les membres du MEDEF, ils osent toujours sous-entendre que ceux qui endettent la France, c'est les assistés, etc. Il faut quand même oser. Les assistés, c'est eux, depuis le Covid. Pas les gens qui touchent le RSA et compagnie. Et en fait, leur stratégie, c'est regarder là-bas. Non, c'est eux, là, les ennemis. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire, s'il y avait une guerre civile ou quoi que ce soit, ils vont nous faire nous combattre entre pauvres. Et eux, pendant ce temps-là, ils continuent leurs petites affaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.